Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fois. Cette fois-ci nous allons exposer le chapitre 1 de la gestion des ressources humaines. En guise de rappel c'est toujours la même équipe pédagogique dirigée par le professeur Zakari Yaoukaka, maître de conférences agrégé, monsieur Sidou Kleseke Dao, professeur assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion, monsieur Niamali, il est professeur assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion, et moi-même, Dr Boukari Diallo, ancien chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, le chapitre 1, aujourd'hui, nous allons parler des généralités sur la gestion des ressources humaines. Surtout, on va commencer par la fonction ressources humaines. De quoi s'agit-il? Quand on parle de fonction ressources humaines, il s'agit de la gestion des hommes au travail dans les organisations. Quand un individu travaille dans n'importe quel service, donc la fonction ressources humaines te concerne. C'est vers cette fonction des ressources humaines que convergent tous les problèmes humains de l'entreprise. Et quelle est la finalité de cette fonction? Il s'agit de rechercher un équilibre optimal entre les attentes du personnel et les attentes de l'entreprise. C'est-à-dire quelles sont les missions de l'organisation et qu'est-ce que les gens qui y travaillent veulent. Comment faut-il faire pour que ce que veulent les travailleurs et ce que veut l'entreprise, comment faut-il créer un équilibre entre ces deux vœux-là, entre ces deux missions. Donc, entre ces deux attentes, les attentes de l'entreprise ou de l'organisation et les attentes du personnel. Maintenant, nous avons, vous savez, comme finalité, comme j'ai dit tantôt, la fonction ressources humaines a deux finalités. D'abord, pour l'organisation ou pour l'entreprise, c'est comment trouver les meilleurs hommes en termes de quantité, en termes de qualité, au meilleur endroit. Comment mettre les meilleurs hommes au meilleur endroit. Et pour les employés, donc les travailleurs, comment faut-il faire pour que les travailleurs puissent avoir des conditions favorables à leur épanouissement? Voilà les deux finalités. Donc la fonction des ressources humaines, tu cherches à savoir comment je peux avoir les meilleurs hommes pour les mettre au meilleur endroit et en même temps comment je dois faire pour que les travailleurs puissent avoir des conditions d'épanouissement favorables. On a parlé des objectifs de la fonction des ressources humaines. D'abord, il faut ajuster les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'agents, de travailleurs dont on a besoin. Ensuite, comment mettre les moyens de gestion pour ces hommes-là. Et aussi, comment animer ces hommes, comment animer l'équipe, une animation de l'équipe. Donc, la fonction ressources humaines cherche à mettre en termes de quantité le nombre de personnes qu'il faut pour un service, en même temps, cherche à trouver les moyens pour mieux gérer ces hommes-là et en même temps animer cette équipe pour que les gens puissent travailler pour un objectif commun. Cela étant, nous allons passer à la deuxième partie, c'est l'évolution de la fonction ressources humaines. La fonction ressources humaines a passé par trois phases. D'abord, il y a eu la notion d'administration du personnel. Ensuite, on a passé à la gestion des relations humaines, jusqu'à arriver aujourd'hui à la gestion des ressources humaines. Et chacune des trois phases, nous allons les développer tout à l'heure. D'abord, en ce qui concerne la phase administration du personnel, ça a commencé par ça d'abord. Depuis la première moitié du XXe siècle, on mettait surtout l'accent sur l'administration du personnel. Et là, on a connu des écoles classiques. Il y a donc l'école de Frédéric Winslow-Taylor et on a connu plusieurs écoles à ce niveau-là où l'objectif c'était seulement administrer le personnel. Et ces activités, en quoi ça consistait quand on dit administrer le personnel? Il s'agissait seulement d'appliquer purement et simplement les techniques spécifiques au traitement des problèmes relatifs à la vie quotidienne. Donc,
C'est-à-dire, qu'est-ce que les hommes ont besoin tout de suite, qu'est-ce que l'entreprise a besoin tout de suite. Donc, il fallait gérer le quotidien. C'était la gestion du quotidien. Donc, tout concourt à ce que l'agent soit productif, mais les besoins du travailleur n'étaient pas étaient relégués au second plan. Donc, on dit, tu es recruté, comme le disait Taylor, tu es recruté, l'agent est recruté pour travailler, on lui donne un salaire, c'est pour produire, point final. Ses besoins, ce n'était pas le problème parce qu'on lui donne un salaire, donc il doit travailler. Mais s'il y a d'autres besoins là, ce n'était pas la préoccupation de ces managers de l'époque. Ensuite, on est venu à la deuxième phase qu'on appelle la gestion des relations humaines. Ça, c'est vers les années 60. Et là, compte tenu du fait qu'avec la croissance économique et une forme de rejet social du taylorisme qui a entraîné l'exploration d'un modèle de gestion basé sur une conception du personnel, dite humaniste, qui met en avant les notions de négociation, de carrière, de promotion, de fidélisation ou encore de groupes de production semi-autonomes. Donc, on a quitté au moment où on dit l'employé qui est payé pour travailler et on s'en fout de ton moral, pour venir maintenant, attention, il faut essayer d'humaniser l'organisation. Donc, pensez à négocier avec les travailleurs. Pensez à la carrière des travailleurs. Pensez à leur promotion, sachant qu'ils ont des attentes et que ce n'est pas seulement qu'on les paye, donc ils doivent travailler. Non, il faut essayer de tenir compte de leurs attentes, chercher à les fidéliser. Donc ceux qui sont de bons travailleurs, il faut essayer de faire tout pour ne pas qu'ils aillent. Il faut qu'ils restent dans l'entreprise, il faut qu'ils restent dans l'organisation. Ne laissez pas partir les bons travailleurs. Quand vous laissez partir les bons travailleurs, ils vont partir avec toute leur expérience, avec tout leur potentiel, avec toute leur intelligence et ça fait écrouler l'entreprise, ça fait écrouler l'organisation. Donc, développer les stratégies, comment fidéliser les travailleurs pour comment ils puissent se sentir à l'aise et être semi-autonomes. Donc, le responsable de la gestion du personnel participe beaucoup à la fixation des objectifs et bénéficie d'une certaine autonomie dans la réalisation. Donc, on a passé donc à l'étape où on donne une autonomie aux travailleurs pour qu'eux-mêmes ils participent à la fixation des objectifs de l'organisation. Eux-mêmes ils participent à la fixation de leurs propres objectifs aussi. Ils participent même à au plan de leur carrière, au développement de leur carrière, à leur promotion et tout ça. Donc les problèmes du personnel ne sont plus seulement posés sur un plan juridique ou moral. Donc on ne dit pas plus non, les textes disent comme ça, donc vous faites comme ça. Non. Mais aussi, il y a un plan économique et un plan de gestion de l'organisation. En plus des activités courantes de la phase d'administration, la volonté d'appréhender et d'intégrer le devenir à long et moyen terme de l'organisation et des travailleurs est exprimée. Donc, on essaie de voir les travailleurs qui sont chez nous, ils gagnent, mais à moyen terme, qu'est-ce qu'on attend pour eux? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent à moyen terme? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent à long terme? Il faut qu'eux-mêmes, on leur donne la parole pour qu'ils s'expriment et qu'on discute avec eux maintenant pour développer la carrière individuelle et la carrière collective. Ensuite, on est passé à la troisième étape. Il s'agit de la gestion des ressources humaines. La notion de gestion des ressources humaines en tant que telle, c'est à partir des années 80 que cette notion a pu émerger. Et la principale évolution réside dans l'apparition du terme ressources, qui renvoie à une autre logique de mobilisation du personnel. Donc on quitte maintenant donc l'administration du personnel, on vient à la gestion des relations humaines pour venir enfin à la gestion des ressources humaines. La notion des ressources. Qu'est-ce qu'on entend par les ressources? Il s'agit donc d'une logique de mobilisation du personnel. Pousser les gens à donner le maximum d'eux-mêmes. On va voir tout à l'heure. Plutôt que d'être un coût à minimiser, le personnel devient, par ses compétences, sa capacité d'initiative et d'innovation, une source de créateur de valeur. Plutôt que d'être un prolongement mécanique des processus de production, il devient un acteur de l'apprentissage collectif. Donc, au lieu de dire que voilà, ces gens, mes travailleurs me coûtent cher, voilà leur salaire, voilà leur rémunération, on dit plutôt attention, qu'est-ce que chacun apporte comme plus-value? Qu'est-ce que chacun initie au niveau de l'organisation? Qu'est-ce que chacun innove au niveau de l'organisation? Qu'est-ce que chacun apporte comme plus-value? C'est-à-dire, si la personne est payée à 1 million par mois, mais qu'est-ce que la personne a apporté à l'entreprise, à l'organisation par mois? 2 millions, 3 millions? Voilà.
les initiatives, les créations, hein, les innovations qu'il a apportées. Qu'est-ce que ces innovations ont apporté comme plus-value à l'organisation? Le choix de privilégier le terme ressources humaines repose sur la conviction de plus en plus répandue que les ressources humaines constituent les ressources les plus importantes d'une organisation. Nous avons dit à l'introduction que l'organisme, l'organisation, l'entreprise, tout commence par les hommes, passe par les hommes et tout finit par les hommes. Donc, c'est les hommes qui sont au centre de toute organisation. Par conséquent, donc, c'est la ressource la plus importante de l'entreprise. C'est celles qui sont les plus susceptibles de lui procurer un avantage concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur lesquels il faut le plus compter pour obtenir un rendement satisfaisant des investissements. Parce que vous pouvez avoir deux entreprises, vous pouvez avoir les mêmes équipements, les mêmes infrastructures, les mêmes installations, mais l'entreprise qui a les hommes les plus compétents, les plus motivés, les plus gros travailleurs, les plus vraiment ceux qui créent beaucoup, qui innovent, qui apportent qui font une création de valeur, qui apportent la plus-value. Donc cette entreprise-là va obligatoirement dépasser l'entreprise concurrente. Donc c'est la capacité des hommes, l'intelligence, la capacité de créer, d'innover de l'entreprise A. Si ça dépasse celle de l'entreprise B, donc l'entreprise A va dépasser l'entreprise B. Donc les hommes constituent un avantage, apportent un avantage concurrentiel. Bien, la troisième partie de ce chapitre, définition de la gestion des ressources. Donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas la gestion des ressources humaines? De quoi s'agit-il la gestion des ressources humaines? La gestion, les métiers des ressources humaines, de quoi s'agit-il? Quand on dit gestion des ressources humaines, très simplement, il s'agit de la gestion des hommes au travail dans les organisations, selon Martori et Crouzet en 2010. Donc, gérer les hommes qui sont au travail dans les services. En français facile. Donc, gérer, ça renvoie à l'idée de faire des choix. Prendre des décisions. Gérer, c'est prendre des décisions sous contrainte. Des décisions qui sont influencées par des décisions relevant d'autres parties de l'organisation, des contraintes financières, des contraintes comptables, techniques et juridiques. Donc, en tenant compte de toutes les contraintes au niveau de l'organisation et en tenant compte des autres décisions des autres parties de l'organisation, comment prendre les meilleures décisions possibles? On est dans la gestion des ressources humaines. Il s'agit de gérer des hommes dans la mesure où la gestion des ressources humaines se préoccupe du facteur de production. Le travail qui, contrairement au facteur capital, il réagit par rapport aux décisions prises. Donc, gérer des hommes suppose donc de tenir compte du caractère autonome des individus et d'être capable de gérer les attentes et les interactions sociales. Donc, il s'agit, sachant que chaque travailleur a une autonomie, parce que pourquoi une autonomie? Parce que c'est ce qu'il connaît là, tu ne peux pas faire sortir ce qu'il connaît s'il ne veut pas. Donc, il a une certaine autonomie. Comment faut-il faire? En tenant compte de cette autonomie, essayer de tirer le maximum de ces hommes pour pouvoir atteindre les objectifs de l'organisation. On parle du travail. Vous savez, en physique, on a donné la définition du travail et en disant que donc, il y a la force multipliée par le déplacement. Mais ici, en gestion des ressources humaines, le travail, c'est l'activité sociale aux dimensions contradictoires, à la fois source d'épanouissement, de revenus et activité contraignante. Pourquoi? Quand on travaille, on a de l'argent. On a ce qu'on veut, c'est l'épanouissement, mais travailler même, ça donne une contrainte. Parce qu'il y a certaines mesures, on est obligé de se conformer à ça. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une dimension contradictoire. Ça fait plaisir, mais en même temps, ça demande des efforts. Donc la gestion des ressources humaines, ne concerne pas seulement les entreprises privées, mais concerne toutes les structures, que ce soit public, parapublic, tout ça là. Donc quand on dit la gestion des ressources humaines, ça concerne toutes les entreprises, ça concerne toutes les organisations, partout où on travaille. Ce qui fait la complexité et l'enjeu de la gestion des ressources humaines, donc qui est en même temps technique et stratégique, et dans le but d'avoir des compétences variées et une compréhension des contraintes externes et internes. Donc, en gérant les hommes, on fait tout pour tenir compte des compétences variées parce qu'on fait des activités variées qui demandent des compétences variées. Et en gestion des ressources humaines, il faut tenir compte des contraintes internes et externes. Au sein de l'organisation, il y a certaines contraintes, donc des choses qu'on est obligé de se conformer à ça, et en même temps, on travaille dans une entreprise, mais l'entreprise se trouve dans un pays, se trouve dans une ville, se trouve dans un monde, donc il y a des contraintes externes aussi dont il faut tenir compte. Donc la gestion des ressources humaines, ça permet à l'entreprise de disposer à temps utile des qualifications et des compétences nécessaires à la production. On gère l'homme, c'est pour avoir, comme j'ai dit au début,
les meilleurs hommes, les meilleures compétences au meilleur endroit, au meilleur moment. Donc, elle a pour rôle d'abord de planifier, d'acquérir et d'intégrer la main-d'œuvre nécessaire, ensuite de la rendre efficiente, la plus performante possible, afin de la fidéliser. Donc, on peut dire en un mot que quand on dit gestion des ressources humaines, ça veut dire quoi? Il s'agit de planifier les hommes, il faut les acquérir, il faut les développer, il faut les stimuler. Donc, quand on arrive à résoudre ça, donc on peut appeler que la gestion des ressources humaines, c'est le PADS, donc P pour planification, A pour acquisition, développement et stimulation. Donc, mettre, autrement dit, fournir aux employés un milieu et des conditions de travail intéressantes. Maintenant, on a parlé des métiers ressources humaines. Qu'est-ce qu'on entend par métier ressources humaines? D'abord, travailler dans le domaine de la ressource humaine, c'est travailler dans les ressources humaines, ça offre la possibilité de travailler dans deux environnements différents. D'abord, l'environnement de l'entreprise et l'environnement du prestataire. L'environnement de l'entreprise, c'est au sein d'une direction des ressources humaines et l'environnement du prestataire, il s'agit donc au sein d'un cabinet. Donc, les métiers des ressources humaines, voilà, en un mot, il s'agit, on peut devenir directeur des ressources humaines, responsable de l'entretien du personnel, responsable de la paie, responsable du recrutement, responsable de la formation. Donc, tout ça, c'est les métiers des ressources humaines. Et aussi, dans les cabinets aussi, des conseils ressources humaines aussi. Donc, aussi, le responsable des ressources humaines, il pourra s'occuper en même temps de la rémunération, donc de la formation, du recrutement, des études de ressources humaines, de la gestion des carrières. Il peut être employé aussi pour les relations humaines et pour le droit social. Autant de métiers pour la gestion des ressources humaines. Voilà. Maintenant, la professionnalisation des métiers ressources humaines. Pour remplir cette fonction, ou pour remplir ces missions, la fonction de ressources humaines dispose de moyens accrus. Il faut avoir des équipes renforcées, un niveau de qualification supérieur et un rattachement hiérarchique élevé. Parce que si le responsable des ressources humaines il est au bas de la hiérarchie, là, ces décisions ne pourront pas être des décisions stratégiques, alors qu'il doit être à un niveau élevé de la hiérarchie, de l'organigramme, pour que lorsqu'il propose une décision, la décision puisse être appliquée. Donc, l'évolution de 1960 à 1970, on en a parlé depuis jusqu'au niveau des années 80. Maintenant, la quatrième partie de ce chapitre, la place et les contraintes de la fonction des ressources humaines. Toutes les organisations ne choisissent pas nécessairement de créer une DRH ou d'affecter du personnel aux tâches des ressources humaines. Il y a d'autres qui préfèrent externaliser, donc confier à un autre service, ou une partie de l'activité de la fonction des ressources humaines ou toute la fonction des ressources humaines, et d'autres essaient de gérer uniquement une partie de ces domaines-là. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'existence d'une direction des ressources humaines, d'une direction des ressources humaines? C'est-à-dire que dans quel cas on doit créer une direction chargée de la gestion des ressources humaines? C'est là, il y a la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la culture du dirigeant et la structure de l'entreprise. Ça, c'est des facteurs qui influencent la fonction ressources humaines. La taille, le secteur, donc la culture du dirigeant même et la structure de l'entreprise. La culture du dirigeant, je mets un peu l'accent là-dessus parce que il est important que pour diriger une entreprise, pour diriger une structure, une administration, une organisation, même publique, que le dirigeant ait obligatoirement une formation en gestion des ressources humaines, pour qu'il puisse même comprendre même les hommes qu'il gère là, qu'il y a des sous-bassements scientifiques qu'il faut avoir pour pouvoir gérer ces hommes. Donc on dit que à partir, si c'est dans une industrie, si c'est supérieur à 100 personnes, on doit créer une direction des ressources humaines. Si c'est un service ou c'est des activités de service, donc des prestataires de services, une fois que vous avez un nombre supérieur à 50 personnes, il faut créer une direction des ressources humaines. Et en ce qui concerne le secteur d'activité, il y a des secteurs où il faut vraiment avoir une direction des ressources humaines, de tous les secteurs où l'activité est à haute valeur ajoutée technologique. Et ensuite, nous allons parler tout à l'heure aussi de l'implantation géographique. Donc, on dit la mondialisation des échanges commerciaux, les pratiques de délocalisation et d'ouverture commerciale posent la question d'internalisation de la gestion des ressources humaines et la rendent plus complexe en particulier pour les grandes entreprises et les groupes multinationaux. Donc, pour la direction des ressources humaines, la question centrale est celle de l'arbitrage entre une politique globale et une administration locale. Donc, quand on a un service international, par exemple, c'est une organisation internationale, donc on est obligé de faire une internalisation de la gestion des ressources humaines. Bien. Maintenant,
Par rapport à l'implantation géographique, on dit que tout l'enjeu est d'abord de réussir à inventer un modèle de gestion des ressources humaines permettant à la fois l'harmonisation internationale et la prise en compte des particularités locales. Lorsqu'on a une entreprise qui est internationale, il est mieux de tenir compte des particularités locales pour que le modèle qu'on va utiliser, nous allons voir un peu plus tard ce qu'on appelle le management interculturel. Donc on doit tenir compte de la culture, des différentes cultures des travailleurs qui composent l'entreprise. Bien, organisation de la fonction ressources humaines, on a parlé de l'externalisation de la fonction ressources humaines, les avantages et les inconvénients par rapport à ça. Lorsqu'on veut confier la fonction ressources humaines à d'autres services qui ne sont pas notre service, l'avantage, il y aura une réduction et une maîtrise des coûts. Et en même temps, on a la chance de trouver des personnes plus compétentes à l'extérieur qui maîtrisent la gestion des ressources humaines plus que notre structure. En plus, généralement, les structures privées ou bien les structures chargées de faire ça, c'est des gens qui sont spécialisés du domaine. Et ça permet aussi de diminuer les coûts. Comme inconvénient, il peut y avoir les difficultés relationnelles avec le prestataire. Donc la relation entre notre service et celui qui fait. Parce que s'il ne maîtrise pas, vraiment les travailleurs ne maîtrisent pas bien l'entreprise, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir aussi des contraintes techniques. Si par exemple il ne connaît pas exactement l'activité, il ne maîtrise pas l'activité menée au niveau du service. Il peut y avoir aussi une perte d'autonomie et de connaissances. Donc, parce qu'étant déjà à l'écart, donc il y a certaines connaissances qu'il peut ne pas avoir et le coût est élevé aussi et parfois la qualité n'est pas toujours ça. Et enfin maintenant, par rapport à ces chapitres-là, il y a la décentralisation de la fonction ressources humaines. Pour finir, nous disons que la fonction ressources humaines est, dans certaines entreprises, une fonction partagée. C'est-à-dire qu'à chaque niveau de la hiérarchie, chacun gère les hommes qui se trouvent sous son contrôle. Parce que nous avons l'organigramme et chaque niveau de l'organigramme, chacun a un groupe de personnes qu'il gère. Donc, ça veut dire que c'est une fonction partagée. Au niveau de l'organisation, chacun doit faire la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire depuis le top management, mais jusqu'au dernier niveau de la pyramide. La décentralisation de la fonction des ressources humaines consiste donc à confier les tâches de gestion des ressources humaines à des personnes non spécialistes dans le domaine. Donc, les opérationnels se voient ainsi confier des compétences en matière de gestion des ressources humaines. Donc, c'est pourquoi, au niveau de l'organisation, comme tout le monde gère les hommes, il est important que chacun ait un minimum, un background, un minimum de formation en gestion des ressources humaines. Voilà pour cette partie. Donc, je remercie pour votre aimable attention. Ça, c'est la fin du chapitre 1. Et avec votre permission, nous allons passer au chapitre 2. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'en ai fini.